C'est vrai, Si, oui, plusieurs fois. Hein. Peut-être que chacun pourrait se présenter. Moi, je vous sais. Pendant 7 ans pour Philippe Starck, j'étais responsable des marques. Ensuite, j'ai monté une boîte de conseil en design, on est agent. Et je suis maintenant professeur dans une école de commerce. Et tu as écrit un livre remarquable. 2. Le deuxième vient de sortir sur le design des lieux d'accueil. D'accord, et tu ne nous l'as pas amené? Il y en a quelques-uns dans la salle, je pense. Il y a des fans. Oui, voilà, le sens commercial. Voilà, il est là-bas. D'accord, c'est exactement ça. Voilà. Merci. Ce ne sont pas les philosophes qui nous apporteront ici leurs livres pour les distribuer, ce n'est pas vraiment dans les mœurs. Madame Saint-Giron, professeur de philosophie à Nanterre, dont je vous ai parlé en introduction et qui interviendra. Alors, je suis Xavier Prédine, je suis architecte des PLG et je diplômé par le gouvernement. Oui, par le gouvernement. Et je partage mon activité entre le studio de Philippe Starck et mon propre studio. Et chez Philippe Starck, je travaille dans la branche yachting et hôtellerie. Et bonjour, moi je suis Charles-Édouard de Surville et je suis cofondateur d'une agence de design sonore qui de plus en plus d'ailleurs évolue sur le design sonore et interactif. Et voilà, on a notre propre studio dans la région parisienne. Et vous êtes en passe de vous occuper de l'atmosphère sonore. De la future atmosphère sonore. Et on va commencer par Isis et puis ensuite on verra si on peut aller. C'est intéressant cette fonction parce que c'est un ex-BCG si je me... Je suis effectivement un ex-voilà. Un ex-d'HEC. Oui, personne n'est parfait. Et BCG, ce qui m'a permis effectivement... Boston Consulting Group, pour ceux qui ne connaîtraient pas le langage. C'est une approche intéressante, pour ça j'étais j'étais content qu'il vienne. Et d'approcher le design sonore par son aspect stratégie de marque, et afin de développer effectivement pour les marques des stratégies audio. Mais donc un parcours par définition très courageux, parce que HEC, le conformisme, l'arrogance... Non, je parle pas par rapport à d'autres écoles qui sont plus dans l'humilité et l'efficacité. Non, vous n'êtes pas avant. Et derrière le BCG, voie royale pour les meilleurs d'HEC, permettant d'ouvrir toutes les possibilités d'évolution dans l'entreprise, et le choix finalement de l'entrepreneuriat dans un domaine forcément incertain, forcément dans des dimensions... Mais heureusement passionnelles, donc ça c'est aussi... donc c'est la raison fondamentale effectivement du trajet, c'est celui-là. Et en même temps la capacité effectivement de réunir à la fois l'entrepreneuriat, les facultés de conception que j'ai apprises aussi au Boston, et toute la formation musicale que j'avais par ailleurs. Excellent, excellent. Alors, je vais juste rebondir sur une chose, Michel n'est plus là mais il a dit quelque chose d'intéressant, c'est juste une transition pour ça. À un moment, il a dit de nos jours, on voit le design apparaître parce que toutes les prestations sont remplies. C'est-à-dire qu'on trouve des lits, on peut dormir, etc. En fait, dans les années 70... il est là. Voilà, on parle de lui, il arrive. Et en fait, dans les années 70, le slogan d'Holiday Inn est assez intéressant puisque c'était « pas de surprise chez nous ». Donc déjà, chez Holiday Inn, donc il y a 30 ans, juste sur le marché américain, on n'était pas certain de trouver un lit en bon état. Et à l'époque où Paul Dubreuil cherche des financements pour monter Accor, son premier concurrent en France, lui, il veut monter sans chaîne, un hôtel avec une chaîne avec sans hôtel, à 9 hôtels, pardon. Donc le premier concurrent sur le marché à 9 hôtels seulement. Donc juste pour expliquer qu'il n'y a aucune standardisation et que les surprises étaient nombreuses. Alors j'en viens juste à l'expérience et au lieu, j'ai essayé de me positionner un peu différemment parce que je ne suis pas designer. Donc comment est-ce que le lieu peut communiquer une expérience? Et je parle juste d'un graphique tout bête que j'ai été utilisé beaucoup dans la recherche, mais si je prends juste la prestation vendre du café dans un café. On va regarder le coût de la matière première du café, qui va être, mettons, de 20 cents. Pardon. Tu l'as 20... Parle très fort, Michel, c'est ça. Et moi, Bon, comment est-ce que je... Là? Non? Ouais? Ok. Ouais, c'est bon. Il va être, le coût va être d'environ 20 cents. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Pour transformer en produit, donc le moudre, etc., le préparer, on peut rajouter à peu près pareil. Le coût du service, c'est-à-dire avoir quelqu'un et avoir un lieu, va représenter à peu près ça par café servi, c'est ce que j'entends. Par contre, entre le PMU du coin, vous allez l'acheter 1 euro, 1,50 €, et c'est le Starbucks, vous allez le payer 7 euros, 8 euros, 9 euros, je ne sais pas combien. Toute la différence va se faire, en fait, pas forcément sur le produit, même sur le produit pas exactement le même. C'est pas en termes de coût à ce niveau-là que vous allez faire la différence. Ça va être sur la prestation, l'expérience et, j'ai envie de dire, le design du lieu. C'est ce lien entre le design et l'expérience qui m'intéresse et que je vais essayer de souligner là. La première remarque, le design joue sur l'expérience. Oui, c'est évident. Le design, c'est un facteur d'ambiance, c'est un plan spatial, c'est un rôle d'architecte, c'est des fonctionnalités, c'est je trouve les toilettes facilement, si j'ai des informations, c'est tout ça.
Donc je vais avoir un lieu qui va émettre du sens et je vais le percevoir. Il n'y a pas que ça. Le design, ça va beaucoup plus loin. Il y a un certain nombre de modérateurs qui sont: est-ce que moi, je me sens bien? Est-ce que j'ai bien dormi la veille? Est-ce que je suis content d'être là? Est-ce que les employés sont heureux d'être là? Est-ce que les employés, je sais pas, si quand on va dans un bar à Paris un peu trendy, on est toujours content d'avoir des serveuses qui sont absolument charmantes. Toutes ces choses-là vont participer en fait de la perception qu'on va avoir du lieu et donc de l'expérience qu'on va en retirer. Avec bien sûr à chaque fois des réponses et des employés, parce que l'employé sourit quand il est là, et des réponses des clients qui vont être cognitives, affectives et psychologiques. Et dans les deux cas, il va y avoir à chaque fois une réponse qui va être soit un comportement d'approche, je suis heureux dans le lieu, j'y reste et je reviens, soit un comportement d'évitement. J'ai eu une expérience d'un lieu qui a été mauvaise, je n'y retourne plus. Ce sont deux choses qui sont vraiment importantes. Donc la partie design pur, effectivement, on la trouve là. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer dedans. Il y a un hôtelier qui s'appelle Inschreger qui agit de manière tout à fait indélicate. Quand il a racheté le Mondrian, le premier truc qu'il a fait, c'était de virer tous les dolmens qui étaient noirs, parce qu'il trouvait que c'était pas assez chic pour le lieu et qu'il fallait que les dolmens soient blancs. Donc il a bien sûr eu un procès, il a perdu des sommes monumentales comme on sait le faire à l'américaine. Il s'en fichait royalement, pour lui il fallait aller jusque-là en termes de décoration. Donc ça c'est évidemment un scandale, c'est pas une pratique à mettre en place, mais ça montre bien l'importance de prendre le lieu de manière complètement holistique, de prendre tous les facteurs du lieu et pas juste le toucher ou le son ou le bruit qu'on émet. Ça c'est juste un exemple pour dire, et là je vais, Xavier qui va commenter ça, mais en fait entre 3D, entre ce que je vais vendre en termes de 3D et ce qui va sortir au final, on a maintenant des architectes, des décorateurs, des designers qui sont suffisamment bons pour arriver à réellement développer le produit. À part le petit desk là qui cache en fait les jambes de la personne à l'accueil parce que c'est un peu ennuyeux, il n'y a pas de changement fondamental. On a vu des 3D superbes, on arrive à avoir des choses qui sont quasiment de vraies photos de la réalité. Et moi ça me pose un problème ça, et c'est là où je vais juste laisser la parole à Xavier juste après ça. Si on regarde en fait les capacités physiques sensorielles qui sont définies là, la bande passante totale, c'est-à-dire le nombre de kilooctets que je peux traiter juste par mes canaux diff ou visuels, et la partie qui est consciente, c'est-à-dire que je traite consciemment, que j'entends un son, je vais le traiter, je vais me dire ce son est agréable, en fait, le ratio est ridicule. La partie traitée de manière consciente est juste de 40 sur 10 millions de kilobits, de bits de capacité de bande passante. Tout le reste, c'est du sens, c'est-à-dire, est-ce que je suis fatigué, est-ce que cette image me rappelle quelque chose, un souvenir. Ça, c'est une de mes critiques principales quand on parle de design sensoriel, c'est ça sert à rien de mettre du son, de la musique, de la couleur, ça va pas forcément être traité correctement. Donc ça, Charlotte va carrément développer là-dessus. Ouais. Parce que, bon, derrière le design sensoriel et derrière tous ces grands concepts et derrière tous ces chiffres, on peut toujours les incarner dans le design, la liste est infinie, les matériaux sont infinis, les solutions sont infinies, et il y en a plein les salons, des lumières, des sols, des trucs, des ordinateurs. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le rapport entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et ce qui compte le plus là-dedans, derrière tous ces chiffres et ces objets, ce sont les intentions du maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on est là pour parler de design et d'innovation. Il n'y a pas d'innovation sans, à la base, une volonté d'un client. Vous parliez de vos briefs tout à l'heure, c'est essentiel. Les vôtres ont l'air assez bien définis et assez clairs. Paradoxalement, c'est assez rare. Il m'est arrivé de participer à des compétitions et à des consultations avec des très grands groupes. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est un peu la bourse aux bonnes idées. Les maîtres d'ouvrage débarquent, il y en a un qui arrive de New York qui dit je veux une cafétéria comme j'ai vu au MoMA, il y en a un qui débarque de Bangkok qui dit faut faire un spa comme ça, c'est vachement sympa, c'est ça la clé. Et on manque de cadre, vous parliez de cadre, et pour que le design soit une innovation et une réponse intelligente, il faut une question intelligente. Et la question, elle est faite par le client et par ses intentions. L'innovation, c'est pas de la matière, c'est pas des LED ou des ordinateurs. Vous pourrez proposer 300 films à la seconde à un client. Ce qui compte, c'est ses intentions. Et nous, on essaye de travailler avec le maître d'ouvrage pour accoucher d'un programme, accoucher d'une idée et de cette volonté d'innovation. Après, ça peut prendre des formes extrêmement diverses, mais nous, on s'attache particulièrement à ça. Et je suis un peu là pour parler de ça aujourd'hui. Je vais continuer sur juste un graphique qui me paraissait intéressant, mais ça c'est un boutique hôtel qu'on a réalisé récemment.
et j'ai juste ventilé un peu les pourcentages du budget. Donc ça, vous avez les lignes là en pourcentage de la décoration, en pourcentage des dépenses totales. Et je trouve quand même ahurissant que de nos jours, on ait 30% de la déco plus 19 là, donc on a 50% de la déco qui est liée juste à du toucher ou du visuel, parce que c'est de l'immobilier ou du tissu. Oui. Si le budget dépensé c'est du FFI, Furniture Fixture Equipment, et de 1 million, c'est en 30% là, j'aurai 30 et 50% de ces millions, et par contre c'est le budget total de construction de l'hôtel et de 10, c'est le double, je reventile comme ça. Donc je trouve ça ahurissant qu'on ait 50% des dépenses qui soient purement liées à du meuble et des persiennes. Donc c'est obligé parce qu'à un moment il faut bien remplir les lits, il faut bien remplir les chambres. Mais juste en termes de réflexion et de design global, il n'y a même pas une ligne, son, il n'y a pas une ligne senteur, il n'y a pas une ligne sur ces choses-là. Je vais passer rapidement sur les employés, c'est pas très intéressant. Mais on assiste à une professionnalisation croissante des marques. Donc c'est la police en réalité des marques. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Charles le fera beaucoup mieux que moi. Il a entre autres fait le jingle du 118-712. Oui. Oui. Excusez-moi. Voilà. Comme ça, d'accord. Voilà, pardon. Donc il a effectivement travaillé là-dessus. On sait jusqu'à quel point ça peut aller. Une Mini, vous ouvrez la porte, vous la claquez, la vitre se baisse. Une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes dans l'univers BMW, la vitre montre. Et là, on vous a coupé de l'extérieur. Donc ça, c'est une démarche qui est complètement ahurissante en termes d'expérience client. On va vous amener dans le monde de BMW, et il y a une transition, il y a un passage là-dessus. Donc, fort. Encore plus fort. Donc on arrive... C'est-à-dire qu'on passe au début des phases sur la bouche. D'accord, bon. Moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec toutes ces démarches de je rajoute du design, j'essaie de rajouter de la sensation. Pour la simple et bonne raison que j'ai entendu beaucoup d'âneries. Je vais peindre les murs en violet et les gens vont mieux réfléchir. Je vais peindre les murs en jaune, ça va les exciter. Et je vais mettre 180 dpm et les gens vont acheter plus. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Toutes les recherches, il n'y en a aucune qui dit la même chose. Il y a une chose sur laquelle à peu près tout le monde est d'accord, c'est la vague bleue. Donc on sait qu'il y a une vague bleue, voilà. De manière générale, dans le monde, le bleu est une couleur préférée. Est-ce que... Pardon ? C'est démocrate. Est-ce que ça veut dire pour autant que si vous peignez votre chambre en bleu, les gens seront plus contents que si vous la peignez en jaune ? Moi j'ai un doute, hein. Je ne veux pas m'engager là-dessus, Vous savez juste que vous avez potentiellement moins de risques. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on sait en design sensoriel. Ouais. Non, j'ai pas de commentaire à ajouter là-dessus, mais c'est vrai l'attente, c'est que le design fasse un peu la magie. On attend du design, enfin en tout cas du designer, qu'il invente la voiture sans roue. Et un peu dans l'hôtellerie, il y a le même phénomène. On attend que le designer soit magique, effectivement, peigne les murs d'une certaine couleur, que les gens se précipitent dans les chambres pour les remplir. Et ça marche pas du tout comme ça. La réflexion, elle est en amont. Il n'y a pas de recette miracle. Et le designer, je suis désolé de vous l'annoncer aujourd'hui, n'est pas un messie qui réalise des miracles. Ça c'est clair. Je vais juste présenter des exemples exactement trop rapidement. Ce sont des projets d'étudiants à l'ANSSI, là où j'enseigne, qui m'ont paru assez intéressants. Ça, c'est une mini-compétition pour la Fédération Française de Foot. Et en gros, l'idée était de dire, le stade de demain, c'est quoi le stade de demain? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on crée du sens autour du stade de demain? Et on a une institution qui va commencer à exister pendant les matchs. Et en fait, il y a un designer qui est venu avec une idée assez intéressante. Il a juste dit, on prend une LED, donc c'est apporter du sens avec un sens. Donc je prends une LED, un micro, je parsème le stade avec, donc tout simplement. Et en fait, à chaque ovation, en fait, je vais avoir des couleurs et une intensité lumineuse qui va varier en fonction du son. Donc je vais avoir, à chaque fois qu'il y a un but, le stade va s'enflammer complètement. Visuellement, je veux dire. Donc c'est assez intéressant parce que je ne viens pas rajouter une couche ou quelque chose. Je capitalise sur quelque chose qui est existant. Visuellement, on n'arrive pas à rendre l'ambiance, à moi dans le stade et d'avoir la là. Donc on va venir rajouter ça. Et c'est assez drôle puisque si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez voir le stade s'enflammer à chaque but marqué, à chaque action. Donc ça c'est un peu, c'est plus un jeu qu'autre chose, mais il y a des vraies démarches. Pour moi, le design sensoriel, ça vient gérer un inconfort. Ça ne vient pas donner du confort. C'est très difficile de noter du confort. Je peux vous dire de 1 à 10, là, je suis content d'être là. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. 9 sur 10, je suis content d'être là. Je peux vous dire 9 sur 10, je ne suis pas content d'être là parce que pour 2 points, je suis fatigué. Pour 3 points, j'aime pas parler en public. Et pour 3 points, j'ai mal dormi hier, par exemple. On peut gérer l'inconfort, on peut noter l'inconfort. On peut dire je suis très mal assis. Ça, on peut le noter. Mais on ne peut pas vraiment dire, voilà, mes variables du confort, je vais des limites en 12 et je vais jouer sur ces 10 variables. Donc pour moi, en fait, le design sensoriel, c'est vraiment, je vais commencer à délimiter toutes les zones d'inconfort et je vais les traiter. Donc ça, c'est un autre étudiant de l'école, Loïc Lobé, qui a travaillé juste sur la lumière dans le train.
Et on a tous vu donc, ces TGV avec ces systèmes qui se cassent un peu la figure. Et moi j'adore ce truc parce que soit on met tout le monde dans le noir, soit on met tout le monde en plein soleil. Et donc quand vous voulez bosser avec votre PC, c'est jamais facile. Donc il a fait un truc tout simple, avec des cristaux liquides. On passe une feuille de cristaux liquides sur la vitre. On met juste une petite réglette, c'est de la prospection bien sûr. Hein. Et on va pouvoir permettre à chacun de venir gérer lui-même sa zone de confort. Donc on a défini un inconfort, et avec du design sensoriel, doucement je vais venir travailler cette zone d'inconfort. Donc ça c'est une approche qui était intéressante. Ça c'en est une autre, un peu dans le même ordre d'idée, qui est de dire, ok, Air France, un des gros soucis quand même avec le vol avec Air France, c'est le jet lag. Est-ce que c'est agréable? C'est jamais très confortable. Et donc il a fait des recherches qui là pour le coup ont été vraiment faites avec la médecine de l'armée, ça intéressait l'armée. Et il se trouve que dans une certaine longueur d'onde, et la couleur n'a rien à voir avec ça, je précise, dans une certaine longueur d'onde, donc 460 nm ou 760 nm, on peut accroître ou limiter le taux de mélatonine, qui est un des facteurs du sommeil. La couleur n'a rien à voir, hein, c'est pas la peine de peindre une chambre en rouge. Il se trouve que dans cette longueur d'onde, on voit les choses en rouge, mais c'est indépendant du fait que c'est rouge. C'est juste cette longueur d'onde-là qui va permettre soit de limiter le taux de mélatonine, soit de l'accroître. Et donc en fait, son idée à lui était très simple, était de dire je vais accompagner les clients. À la limite, dès le taxi, on peut imaginer des voitures d'Air France qui viennent vous chercher chez vous. Au moment où vous faites l'achat, on vous dit voilà, vous voyagez en première, vous devez arriver 7 heures plus tard, vous voulez un décalage, et vous voulez arriver et être réveillé ou non. On peut, dès le taxi, soit commencer à vous réveiller, soit commencer à vous endormir. Et donc on développe derrière des lounges, avec un petit gimmick en plus juste corporate qui avait plu à l'époque quand il avait présenté le projet. Donc ça pour moi c'est une approche vraiment intéressante qui est, je ne viens pas vous rajouter de la musique, je vais définir toutes les zones d'inconfort et je vais les traiter une par une. Donc ça c'est juste sur cette partie design sensoriel. Et après je vais m'arrêter très rapidement sur une dernière chose, qui est que si je regarde un petit peu toutes les étapes, notamment dans le train, d'une personne, tous les points de rencontre entre la marque et une personne, donc à la SNCF par exemple, où j'ai de la communication épisodique jusqu'à après l'arrivée, qu'est-ce qui se passe. Et en fait moi j'ai l'impression que souvent les designers se limitent à dessiner des wagons ou à s'occuper de la gare, donc vraiment à la partie expérience en elle-même, c'est-à-dire je suis dans le lieu, qu'est-ce qui se passe. Alors qu'en fait, à mon avis c'est une erreur fondamentale, l'expérience elle commence avant, et là il faut générer des attentes, parce que j'ai envie d'aller dans l'hôtel, si j'ai pas envie d'aller dans un Formule 1, je vais pas y aller, je vais faire l'aller-retour dans la journée, je vais trouver quelque chose, enfin je vais trouver une solution pour ne pas y aller. Donc la première chose c'est de générer une attente positive, ensuite bien sûr il faut que l'expérience soit positive, et ensuite il ne faut pas refaire la sortie. Et je vais expliquer pourquoi la psychologie nous dit que la sortie est vraiment fondamentale. Mais c'est vrai parce que on retrouve ça aussi en hôtellerie, parce que le designer a tendance à se focaliser sur l'objet, sur l'hôtel, enfin l'intérieur de l'hôtel proprement dit, le design du lit, la salle de bain, ces choses-là. Alors que l'expérience d'un hôtel et l'expérience sensorielle, c'est une expérience globale qui a trait à l'objet et à la façon dont il va être vécu, mais c'est une équation globale. Et c'est cette alchimie qui est assez difficile à trouver et qui, à mon sens, le monde de l'hôtellerie, quand vous repreniez tout à l'heure l'histoire de l'hôtellerie qui est liée à l'habitat, l'histoire de l'hôtellerie, aujourd'hui, elle est liée au voyage et au mode de voyage et les déclinaisons de voyage qu'on peut avoir. Il y a le voyage d'affaires, le voyage plaisir, le voyage tourisme plutôt haut de gamme, et l'expérience d'un palace, c'est lié à un voyage et un type de voyage et une attente. Et c'est cette équation et cette quadrature du cercle que chacun cherche à réaliser et chacun des acteurs cherche à réaliser. Effectivement, certains hôtels proposent ce service et l'expérience de l'hôtel commence à la descente de l'avion. Il y a le chauffeur, le truc, le parcours, après on arrive, machin, les bagages, le bar, là. Et c'est assez difficile de maîtriser chacun de ces paramètres, mais c'est ce que le voyageur demande et parfois ce qu'on nous demande aussi en tant que designer à essayer d'englober et de répondre à toutes ces petites choses. Mais le lit en soi, ok, on pourrait avoir le lit le plus confortable du monde, l'équation, enfin, les paramètres de l'équation sont infinis, quoi. J'ai juste fait une liste des recherches en psychologie. Ça, c'est la corrélation entre des attentes et la peur lors d'une expérience. On va vous mettre avec des serpents. Est-ce que vous avez peur? La peur, oui. Lors de l'expérience. J'ai peur des serpents. Je vous préviens, je vais vous mettre avec des serpents. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire sauter en parachute, toutes ces choses-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une corrélation très importante entre les attentes. Je vais avoir peur et j'ai peur pendant l'expérience. Et ça va carrément jusqu'à des comportements d'évitement. Je vais avoir peur, j'y vais pas. Moi, je suis
vraiment mal à l'aise en avion, c'est un truc que ça me fait pas tellement rigoler. Quand je peux éviter, j'y vais pas. Donc j'ai un comportement d'évitement. Donc la première chose, c'est de générer des attentes positives et arriver à mettre en place des attentes positives parce qu'il y a des corrélations en termes de comportement derrière dans le lieu. Il y a une deuxième chose après derrière qui est toute bête. Je vais pas présenter tout le modèle, mais en gros l'idée, si je veux amener une résultante positive, il faut qu'il y ait une probabilité d'occurrence, qu'il y ait la probabilité que j'ai une occurrence positive et la valeur de l'occurrence. Juste pour faire un exemple un peu bête, si je vais chez Accor et que je dors bien, j'ai une probabilité de 100% de bien dormir, peut-être que la valeur en tant que telle est juste de 10. La valeur de gagner 1 million au loto, elle est peut-être de 100 000, mais la probabilité de la gagner est très faible. Donc entre les deux, si j'ai un choix à faire, je vais me tourner vers une expérience dont la probabilité d'occurrence est plus élevée, même si l'occurrence en elle-même est plus faible. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut absolument gérer. C'est pour ça que cette histoire de service garanti dans l'hôtellerie, c'est pas anodin du tout. Il y a une autre chose qui moi me paraît fondamentale, c'est quand on parle de souvenir, et je vais m'arrêter là-dessus, vous demandez à des gens de noter une expérience après une expérience. Il y a deux moments pics. Il y a uniquement deux moments qui rentrent en compte, qui sont le bien-être au moment de la sortie et le bien-être au moment du pic. Et ça, c'est absolument fondamental. Vous demandez à quelqu'un de noter une expérience douloureuse qui a duré 2 semaines ou une expérience douloureuse qui a duré 1 heure, il n'y a que ces deux moments-là qui rentrent en compte. Donc vous pouvez étirer cette partie-là autant que vous voulez. Vous pouvez partir et avoir une semaine absolument catastrophique au Népal et que ce soit les plus mauvaises vacances de votre vie. Tout va être uniquement dépendant de ce point-là et de ce point-là. Et à la limite, c'est vachement intéressant parce que même si l'expérience est carrément négative à un moment, c'est pas très grave, parce qu'au moment du souvenir, on va noter que ces deux-là. Alors, ça a été fait, il y a des centaines d'expériences là-dessus. Il y en a une qui a été faite sur une coloscopie, notamment, donc il y a des gens qui n'étaient pas prévenus. On demandait à des gens de noter leur bien-être au moment d'une coloscopie, ce qui n'est même pas évident. Et il y avait une petite surprise qui était faite. Il y a mieux, ouais. Il y a mieux, mais on ne leur disait pas. Et les médecins étaient de la partie. Et en fait, il y a une chose très simple qui s'est faite, que je vais noter là. Donc bien sûr, ça implique de savoir, quand on est hôtelier, quel est le moment de l'expérience que je veux augmenter. Hein. Est-ce que je prends celui-là et que celui-là, je peux le monter au-dessus pour augmenter le souvenir général? Ou est-ce que ma variance est plus élevée là? Donc ça implique juste de définir quels sont mes deux moments, d'essayer de les quantifier, de jouer là-dessus. Et ça, en fait, c'est cette histoire de coloscopie. On demande à des gens donc de noter toutes les minutes quelle est leur douleur par instant. Donc bon, ça, c'est la douleur par instant. Voilà, elle est exactement la même. Et au bout d'un certain temps, en fait, on arrête de bouger l'instrument. Bon, on arrête de bouger l'instrument. Donc en fait, la douleur commence à baisser. Le niveau global de douleur, si j'additionne toutes ces étapes, en fait, va augmenter. Il va continuer à augmenter tout le temps. Même si la douleur par instant va baisser, le niveau global va continuer à monter de manière plus faible. Donc on pourrait se dire qu'il y a une expérience qui dure 1 heure, j'en garde un très mauvais souvenir. Pas du tout. En fait, c'est vraiment le moment de sortie, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai baissé la douleur à la fin, le souvenir global de la douleur, si vous regardez le vert, le souvenir de la douleur commence à chuter à partir du moment où la sortie est de moins en moins douloureuse. Ça a été fait des centaines et des centaines de fois. C'était reproduit avec des étudiants dans lesquels on leur mettait la main dans de la glace, les pauvres. On baissait d'1 degré, ou on remontait d'1 degré selon, et dès qu'on montait juste d'1 degré, même si l'expérience durait une demi-heure, dans une eau à 4 degrés, ils avaient un bien meilleur souvenir de l'expérience que ceux qui étaient restés pendant juste 3 minutes dans une eau, mais par contre tout le temps à 4 degrés. Donc en fait, on peut gérer l'expérience comme ça, et cette histoire de sortie est absolument fondamentale. Bon, après, avec un hôtel, le but, c'est que la douleur commence à la sortie. Hein. Oui. Après, je vais te laisser. Après, c'est Charlotte qui va reprendre la suite. Juste quelques secondes, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, puis je pense que le but c'est de faire une table ronde, non? Donc, oui, pour ça je suis obligé. Donc juste pour vous repositionner un tout petit peu la problématique, parce que on va parler aujourd'hui d'identité, mais très brièvement, puisque on est parti sur justement la notion d'expérience, et pour nous c'est une notion importante. Rapidement, ça, c'est pas très important, c'est qui on est. Juste en 2 mots pour dire que notre spécificité, c'est qu'on intervient aussi bien pour des marques que dans des musées, en fait. Puisque j'ai été démasqué, c'est notre centre de recherche en fait se déroule dans tout ce qui est création plutôt artistique. Et voilà. Donc la première étape, bien sûr, pour parler de design sonore, on a parlé de la notion de design tout à l'heure. Je ne vais pas me lancer dans la définition de ce que ça veut dire. Sonore, donc c'est effectivement tout l'univers qui audio. Hein, et ce qui est très important, c'est de voir qu'on peut aussi bien exprimer une identité que déduire une identité audio à partir de composantes de la marque. Donc très rapidement, vous avez une mission avec votre marque, avec votre lieu, vous avez des valeurs,
Il y a un univers, il y a un contexte, c'est pas du tout la même chose d'être au bord de la plage ou d'être dans un quartier business. Et puis surtout, vous avez un code et déjà exprimé un certain type de vocabulaire. Et nous, on va s'appuyer sur ce vocabulaire et ces codes et l'ensemble de ces trois notions pour créer une identité. Donc, créer une identité, pourquoi faire? Et c'est là qu'on dit à nos clients que aujourd'hui, on est dans une approche d'expérience de marque. On n'est plus dans une approche de communication de marque et d'identité de marque, qui va toujours être le cœur et le centre de cette communication, mais qu'en fait, la perception qu'on va avoir d'une marque, c'est l'ensemble des expériences qu'on aura eues sur l'ensemble des points de contact. Alors, aujourd'hui, ce qui fait que le son aussi se développe, c'est que tous ces supports de communication ou d'expérience utilisent de plus en plus le son, que ce soit sur Internet, le TV, le téléphone, et bien sûr en magasin. Et notre façon d'approcher la problématique, c'est justement s'attacher à ces perceptions, à ces associations de perceptions qui, en fait, par un côté inédit, vont donner un effet qui est parfois effectivement ce qu'on va nous rechercher pour créer cette expérience. Alors, la façon dont nous on réfléchit justement, c'est de dépasser un petit peu cette notion de médias et par exemple, on nous appelle souvent pour faire de la musique sur un film. Donc il va y avoir la constitution d'un média audiovisuel. Là, il n'y a rien de nouveau, sauf si ce n'est qu'aujourd'hui les modes de production font qu'on fait de la musique et l'image en même temps, donc ce qui donne une forme assez particulière. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout d'élargir la notion de média à comment il va être reçu, donc l'environnement dans lequel il va être diffusé, et le récepteur également. Ce qui va nous amener à introduire cette notion aussi d'interactivité. Et dans l'expérience, vous aurez tous certainement vécu la différence entre, alors sur un exemple très simple, entre entendre un simple bip et simplement avoir un bip qui sort parce que vous avez appuyé sur une touche et qui vous confirme qu'en fait que votre touche a bien été prise en compte. L'expérience d'association d'un geste et d'un son est complètement différente de l'expérience d'un son tout seul. Alors, juste un tout petit exemple en dehors de notre scope, juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, cette notion de prise en compte de l'environnement, aussi bien de temporel que géographique, est devenue une composante de la com. Ça, c'est la dernière communication de Renault. Et en fait, l'affichage va évoluer en fonction de l'heure de la journée. Donc, quand vous êtes le matin, vous avez une photo qui est prise dans un paysage dit matinal, et à l'inverse, la nuit, la photo sera projetée dans un univers de nuit. Donc, par rapport et ça c'est une problématique récurrente dans cette nouvelle forme de communication, qui en fait sont des robots, où on vous donne des contenus figés, de plus en plus on intègre justement l'environnement, l'interactivité, la sensorialité, pour pouvoir faire évoluer le contenu et du coup arriver à une communication spécifique. Bon, ça c'était des vidéos à la base, simplement pour vous exprimer un point très important, s'il fallait retenir que celui-là, c'est que le son, c'est une vibration qui se propage dans un espace. Donc dès que, et c'est le prolongement de ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on va parler design sonore, il va falloir demander qu'est-ce qui va générer cette vibration. Donc là on peut avoir plein de choses, en passant par l'électricité pour un synthétiseur ou même un fichier audio. Mais qu'est-ce qui va vibrer finalement? Et aujourd'hui, votre perception, elle est toujours une perception physique de cette vibration. Et vous aurez un degré d'acceptation différent de cette vibration en fonction du fait que vous allez comprendre d'où vient cette vibration. C'est-à-dire que là, on a une tolérance au bruit qui est ahurissante. Je pense que de temps en temps, vous vous dites « Ah, quand même ça fait du bruit », mais la plupart du temps, ça ne vous dérange pas. Et ça, c'est lié au fait que vous comprenez l'origine du bruit, et donc votre cerveau fait le travail de tri des différentes informations sonores qu'il doit justement recevoir. Et donc nous, on s'intéresse beaucoup à comment la vibration est déclenchée dans un lieu, parce que c'est ça qui va déterminer en partie l'acceptation, en tout cas l'attitude de perception vis-à-vis de ce son. Et puis bien sûr l'espace. Là on a un espace qui est relativement bien traité, ce qui fait que peut-être que cette anomalie-là est aussi supportable, c'est que vous voyez, le son se propage pas en fait. Il est complètement absorbé par vous déjà, et par les murs qui sont là. Et donc ça, c'était les dimensions que évoquait Nicolas sur gérer l'inconfort, c'est la première base. Maintenant, très peu, vous voyez, ce serait difficile de vivre dans un environnement comme ça, puisqu'en fait, on n'a pas le retour
du propre son que nous on fait. Et il y a justement dans l'espace une signature sonore de chaque espace qui permet justement de positionner cette vibration de différentes façons. Alors là, c'est juste pour vous montrer encore une fois comment on peut approcher la notion d'espace avec des technologies plus ou moins évoluées d'ailleurs. Là, c'est une pièce qui en fait se veut une tente chamanique et qui est en fait un lieu de méditation. C'est un artiste avec qui on collabore qui s'appelle Jean-Michel Bruyère. Et on a disposé en fait 30 enceintes bouillées. Alors, je vous dis la marque parce qu'en fait ce sont des enceintes d'église qui sont initialement mises sur les colonnes, c'est pour ça qu'elles sont très longues. Et on a déconnecté toutes les enceintes pour créer un continuum sonore sur toute la surface d'un film qui en fait est lui-même panoramique. Et du coup, bon, puisqu'il n'y a pas de vidéo, je peux vous mettre devant les autres photos. On va diffuser un son qu'on a enregistré sur un disque vinyle. Et on va sortir un son mono en fait qu'on va répartir dans cet espace. Et en fait, on va faire tourner. On va diviser le son, le faire tourner à plusieurs vitesses, et pour créer finalement un espace inédit qui va justement être propice à l'objectif de cette pièce, qui est effectivement de nous plonger dans un univers de méditation, de réflexion. Et en fait, la sensation sonore, très peu de gens vont percevoir que le son tourne de façon consciente, mais ils vont avoir une nouvelle sensation, un nouveau rapport par rapport au son lié à cet espace, qui va créer aussi cette expérience. Premier point, du coup, l'expérience sonore, elle est très rarement consciente. C'est un facteur clé d'appréciation globale d'une expérience, mais elle est très rarement consciente. On parlait de vibrations tout à l'heure, ça fait partie aussi d'autres pièces qu'on adore, c'est-à-dire faire du son avec des objets. Donc là, c'est une pièce qu'on vient de montrer à Shanghai, ce sont des lits d'hôpitaux qui sont vieux et donc qui grincent, et donc on organise une chorégraphie de ces lits d'hôpitaux, et en fait la musique émane des lits eux-mêmes. Et là, c'est une autre pièce qu'on appelle le porte-éponge, qui en fait où on associe des mouvements avec une bande sonore, et en fait chaque mouvement est associé à un son. Bon, encore une fois, c'est du PDF. Un autre aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est l'aspect d'architecture sonore. Donc, pour revenir un peu plus proche, mais volontairement, c'est loin de vos domaines pour aussi vous dire qu'à chaque fois, c'est une approche sur mesure qui va nous intéresser. Mais chaque espace a sa signature sonore. Et là, c'est juste une installation qu'on avait fait au château de Versailles pour les grandes eaux nocturnes. En fait, voilà, vous voyez un des bosquets qui est en fait un bosquet qui abritait un orgue hydraulique. Et donc, on s'est amusé à reconstituer cet orgue hydraulique. Et là, vous voyez des cavités. Et en fait, chaque point rouge symbolise un haut-parleur qu'on avait placé à différents endroits, et notamment à l'intérieur des cavités. Et en fait, pour donner l'illusion que le son était bien créé dans les grottes et ressortait ou était créé dans ces aspects-là. Et en fait, toute l'approche, c'est que la vie spatiale du son va compenser le côté musique diffusée, préenregistrée, que vous connaissez, et dont vous connaissez la contrainte, c'est-à-dire que ça va récupérer une vie, récupérer l'attention de l'auditeur, parce qu'il va voir justement le son s'organiser physiquement dans l'espace. Je crois qu'il n'y a plus le temps, mais ça c'était les aspects d'interactivité, comment les thèmes traités. Donc, un autre exemple aussi qui pour nous est très important, c'est cet aspect gestuel. Dans l'expérience sonore, aujourd'hui de plus en plus, d'ailleurs ça c'est un autre exemple qu'on réalise, c'est une table multitouch à partir de laquelle on fait un instrument, donc c'est des nouvelles ergonomies type iPhone en fait. Et là le principe c'est très simple, c'est une lumière, un son, devant les 28 fontaines d'un des bosquets au château de Versailles. Derrière une partition sonore en fait qui est composée pour pouvoir être jouée en aléatoire par 28 interacteurs simultanés, et les gens essayent de trouver la gestuelle en fait qui fait fonctionner la fontaine. Et en fait finalement la création est beaucoup plus du côté des acteurs, on va les dire à ce moment-là, qui vont changer leur rapport à l'objet, la fontaine, changer leur rapport au son, parce qu'ils vont devenir partie prenante de cette expérience. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Très intéressant, effectivement. Bien que nous soyons décalés, donc il y a quand même un temps, sans limité, mais un temps de justement discussion, de questions-réponses, c'est tout l'objectif. Alors, est-ce qu'il y a tout de suite des questions, des commentaires qui se...